organiser une visite de l'Assemblée pour les commerciaux. Je reçois maintenant Arnaud Robinet, député UMP de la Marne et secrétaire national en charge des retraites. Retraite qui va être le sujet de l'année après la loi qui va sortir sur l'emploi et la flexibilité et la flexisécurité et la sécurisation des parcours professionnels. On va reparler des retraites. Alors je vais demander aux spécialistes politiques des retraites quel constat il fait sur notre régime actuel. Alors plusieurs constats. Premièrement, si on parle d'un point de vue systémique, nous avons trop de régimes de retraite en France. Plus d'une vingtaine. Nos concitoyens sont totalement perdus. La seule question qu'ils se posent, c'est savoir qu'est-ce que je vais toucher au moment où je vais partir en retraite. Aujourd'hui, avec cette multitude de régimes, il est impossible pour eux de savoir véritablement ce qu'ils vont avoir droit. Deuxièmement, le deuxième constat, c'est le constat principal, c'est l'état des finances des caisses de retraite. Alors, on pourrait me rétorquer, mais votre réforme 2010 n'a pas résolu l'affaire. Il est vrai qu'on aurait pu aller plus loin. Et je faisais partie de ceux qui pensaient que notre réforme était un peu tiède et qu'il fallait aller beaucoup plus loin. Il est vrai aussi que si nous n'avions pas fait cette réforme, nous ne parlerons pas de 20 milliards d'euros de déficit à l'horizon 2020, mais de beaucoup plus. Alors, quelles sont les solutions? Il n'y a pas 36 solutions. Il y a un véritable sujet démographique. C'est une bonne nouvelle, nous vivons plus longtemps. Je considère qu'à un problème démographique, il faut une solution démographique, c'est-à-dire il va falloir travailler plus longtemps. La borne d'âge, aujourd'hui, ça doit être en négociation, bien sûr. Certains parlent de 65 ans, 64 ans, 63 ans. Il faut que ça se fasse progressivement, à l'horizon 2030-2040. Il y a la question également de la durée de cotisation. Et puis d'autres paramètres également. Il y a celui de l'augmentation des cotisations patronales et ou salariales. Mais je crois qu'au niveau des cotisations, nous sommes arrivés également au taquet. Il faut savoir que les cotisations ont augmenté récemment suite au décret déposé par la ministre Marisol Touraine pour un retour à 60 ans pour certaines catégories de la population. Décret ou réforme qui va coûter au bas mot entre 6 et 7 milliards sur le quinquennat. Sans parler des conséquences sur les régimes complémentaires. D'ailleurs, aujourd'hui s'ouvrent les négociations entre partenaires sociaux pour trouver des solutions au financement des régimes complémentaires. Mais la question qui se pose quand on échange comme ça avec des salariés et qu'on leur dit qu'il va falloir travailler plus longtemps, quand on est dans les quinquas, dans une entreprise aujourd'hui, on est plus près de la sortie que de la porte d'entrée, on nous dit oui, moi je veux bien aller travailler plus longtemps, mais où? Parce qu'avec la crise qu'on connaît et le nombre d'emplois qui s'en vont, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment on va aller chercher 4, 5, 6 ans de cotisation supplémentaires quand il n'y a plus d'emploi pour des quinquas, encore moins des sexagénaires? Alors, la question que vous posez est une bonne question. Ça montre les erreurs qui ont été faites depuis des années. On parle des réformes des retraites, le sujet des retraites revient régulièrement tous les 2 ou 3 ans. Et c'est-à-dire qu'à chaque fois, nous avons voulu solutionner le problème du système des retraites. Et je crois que nous devons plutôt avoir une politique globale, c'est-à-dire que pas uniquement parler des retraites, mais de la protection sociale dans son ensemble, du financement de la protection sociale, et au-delà, bien sûr, d'une politique de l'emploi. Pendant longtemps, nous avons voulu fractionner cette politique de l'emploi, d'une part politique pour les jeunes, d'autre part politique pour les aînés. Je crois qu'il ne faut surtout pas fractionner ces politiques de l'emploi, il faut avoir une politique globale. Alors, on peut parler des contrats de génération pour inciter les entreprises à garder des aînés dans leur effectif. Moi, je crois beaucoup à l'apprentissage à l'alternance, c'est-à-dire garder ses compétences au sein des entreprises, peut-être en donnant des avantages, certains avantages fiscaux aux entreprises qui garderait le salarié, l'aîné. Et puis je pense qu'il y a des métiers qui vont émerger dans quelques années et où auront toute leur place nos aînés. Et puis il y a également ces questions de mobilité au sein de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on ne doit pas faire le même métier tout au long de sa carrière et qu'au sein même d'une entreprise, on peut évoluer, on peut être mobile et faire d'autres missions, avoir d'autres missions, d'autres fonctions, ce qui permettrait bien sûr de garder ses aînés un peu plus longtemps. Ce que les quinquas comme moi ont comme idée quand on vous entend discuter de ça, c'est de dire on va me conserver dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a un peu l'impression qu'on ne sert plus à rien mais qu'on va nous garder quand même parce qu'on va avoir des avantages pour le faire. Comme si notre travail passé 50 ans n'avait plus la même valeur que le travail d'un trentenaire. C'est peut-être un peu abrupt pour des gens qui sont dans les seniors en entreprise. Parce qu'on est senior en entreprise de plus en plus tôt. 45 ans on devient senior. Et donc, il me reste encore quelques années, mais je dirais que ce sont des mentalités à changer. Moi, je considère aujourd'hui
qu'à 50 ans, 55 ans, 60 ans, nous avons encore beaucoup à apporter à l'entreprise. Et que le senior de l'entreprise, ou je préfère plutôt parler d'aîné, a une expérience à partager avec un jeune dans l'entreprise. Il est vrai que le senior a plus d'expérience, connaît parfaitement le monde de l'entreprise, connaît son fonctionnement, ses dysfonctionnements, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et il a véritablement sa place. Il n'y a pas de sous-salarié ou de sur-salarié. Je crois qu'il y a une véritable complémentarité à trouver entre les générations. On parle de solidarité intergénérationnelle quand on parle des retraites dans le financement. Eh bien, on doit parler également de solidarité intergénérationnelle au sein du monde de l'entreprise. Alors, on vous reçoit aujourd'hui, vous êtes député d'opposition, vous avez reçu il y a quelque temps sur ce même sujet, vous étiez député de la majorité. Comment travaille un député d'opposition, secrétaire national de son parti en charge d'un dossier? On travaille dans quel objectif? L'objectif, c'est de faire de véritables propositions et d'enrichir bien sûr le texte, je l'espère, qui devrait arriver d'après les informations fin d'année 2013. Sur ce système des retraites, sur une énième réforme des retraites. Alors le travail que j'effectue, c'est un travail de concertation, de consultation avec l'ensemble des partenaires sociaux, syndicats, patronats, l'ensemble des experts, des économistes, des universitaires, des anciens ministres ou responsables politiques qui ont eu un moment ou un autre en charge de ce dossier. C'est une multitude de rencontres qui me permet de me forger une opinion, une véritable opinion, parce que je ne détiens pas la vérité, et puis de faire parfois évoluer ma réflexion. Alors quand on est député d'opposition, quand on travaille sur un dossier comme ça, quand on prend son téléphone et qu'on appelle Bernard Thibault, c'est aussi facile que quand on est dans la majorité? C'est un peu plus difficile. Il est vrai que quand nous sommes dans la majorité, pour auditionner les partenaires sociaux, quels qu'ils soient d'ailleurs, c'est beaucoup plus facile. Dans l'opposition, un peu plus de difficultés, mais ayant travaillé sur la réforme 2010, j'ai tissé quelques liens avec les partenaires sociaux. Ils connaissent mon sens de l'écoute et du dialogue, et donc je n'ai pas de difficulté à les rencontrer. Et ils sont assez collaboratifs dans ces réunions? Ils sont collaboratifs, ils donnent leur avis, leur vision des choses, c'est toujours intéressant, même si nous ne sommes pas forcément d'accord sur un certain nombre de points, mais il faut avancer. Et je crois véritablement que c'est un véritable sujet de société. Et à un moment, il n'y a pas de question de droite ou de gauche. C'est un sujet qui intéresse l'ensemble de nos compatriotes, jeunes ou moins jeunes, et que nous pouvons trouver un consensus sur ce sujet, mais il n'y a pas 36 solutions. Alors on va parler un peu d'actualité un peu plus chaude, puisque là on était dans la prospective. Il y a un sujet d'actualité qui vous occupe actuellement à l'Assemblée nationale. Alors pour nous donner, non pas, parce qu'ici on est sur le salon des comités d'entreprise, mais un peu plus grand public, pour nous donner un peu l'envers du décor, quelle est l'ambiance en ce moment dans les couloirs de l'Assemblée avec ce débat pour le mariage pour tous? Une ambiance électrique. Je le dis comme je pense véritablement que nous avions peut-être d'autres sujets, d'autres propositions de loi ou projets de loi à étudier, et notamment celui concernant les accords compétitivité-emploi entre les partenaires sociaux, certes qui va arriver dans quelques semaines à l'Assemblée nationale et dans quelques jours en commission des affaires sociales, mais ça c'est des sujets brûlants d'actualité, ça concerne notre économie et l'emploi. Là nous avons un sujet de société, un débat de société. Les débats sont, je le dis, ne sont pas forcément de très bonne qualité. Il y a des extrêmes des deux côtés. Je pense véritablement qu'on aurait pu trouver un consensus. Moi, je suis pour l'égalité des droits. Il y a une question de sémantique, mariage, union civile, mais l'égalité des droits, pour tous les Français, oui. Alors le débat a été pollué, entre guillemets, d'une certaine manière, avec ces questions de PMA, procréation médicalement assistée, ou GPA. Ça a un peu faussé le débat, un peu de confusion au sein de la majorité. Le Premier ministre au Cambodge qui recadre sa ministre de la famille alors qu'il est à des milliers de kilomètres d'ici. On a une confusion la plus totale, ce qui fait que le débat a parfois dévié, mais il n'est pas terminé. Nous savons, de toute façon, l'opposition et l'UMP, la formation politique à laquelle j'appartiens, nous avons perdu ce débat, puisque de toute façon... D'autant plus que vous êtes même entre vous pas tous d'accord. Bien sûr, et moi je respecte. Il y a des collègues qui sont farouchement opposés au mariage pour tous, des collègues qui sont favorables, d'autres qui vont s'abstenir. C'est pour ça que je pense qu'on aurait pu trouver un consensus, l'égalité pour tous, les droits juridiques, même sur l'adoption. Parce que sur l'adoption, je considère que c'est aujourd'hui un faux problème, puisque les Français, enfin je veux dire, des personnes seules peuvent adopter. Et donc la véritable question, c'est ce vide juridique qui existe pour l'enfant lorsque l'adoptant décède, lorsqu'il y a disparition ou lorsqu'il y a divorce, séparation, c'est-à-dire le droit que doit avoir le conjoint, quel que soit son sexe, puisque ça concerne des couples hétéros ou homosexuels, le droit par rapport à l'enfant. Et c'était là le véritable sujet. La protection de l'enfant et l'égalité des droits pour tous.
Les débats ont un peu dévié, ce qui fait que l'ambiance est électrique. Les nuits sont courtes, les nuits sont longues. J'ai eu un de vos collègues l'autre jour qui avait perdu sa voix, il était très très fatigué. Oui, je vois de qui vous parlez, et ce collègue est un des piliers, je dirais, un des hommes mis en avant sur ce débat, c'est un des spécialistes. Il sera là après vous sur ce fauteuil. Voilà. J'espère qu'il aura retrouvé quelques forces, mais en tout cas, il est vrai qu'il y a quelques collègues très en pointe sur le sujet qui participent activement au débat. Et je vous remercie d'être venu. J'espère qu'on va se retrouver donc au deuxième semestre, puisque la réforme des retraites sera dans l'actualité et vous porterez la voix de l'opposition. Juillet, le président de la République et le Premier ministre ont annoncé des concertations dans le dialogue social. Conférence sociale, et donc je pense que nous aurons à débattre de ce sujet septembre-octobre 2013, mais l'opposition sera préparée, une opposition constructive. Nous ferons un certain nombre de propositions, notamment avec l'ancien ministre du Travail et de la Santé Xavier Bertrand sur le sujet, avec qui je travaille également, et donc nous serons force de proposition avec un seul objectif, c'est garantir et sauver notre système par répartition. C'est-à-dire qu'il ne faut pas passer d'un système par répartition à un système uniquement basé sur de la capitalisation. Les deux sont complémentaires, mais nous voulons sauvegarder ce système de répartition, synonyme de solidarité intergénérationnelle. Et puis également une réflexion, parce qu'on n'a parlé que d'une réforme paramétrique, mais sur un autre sujet, une réforme systémique. Doit-on changer totalement de système pour avoir un système unique entre le privé et le public, un système par points que certaines confédérations syndicales défendent, qui permettrait justement d'être plus transparente et plus lisible pour nos concitoyens, puisque le nombre de points acquis correspondrait parfaitement à la carrière professionnelle, et puis ça permettrait peut-être d'ajuster les équilibres financiers. Donc voilà, un sujet qui sera mis sur la table, qui est mis sur la table, un sujet passionnant. On se donne rendez-vous donc mi-septembre, puisque le salon des CE Tout à fait. en mi-septembre, ici même, pour un débat sur les retraites. Et je serai très heureux de vous accueillir de nouveau. Et bien avec plaisir. Merci à cette fidélité à la web télé de Salon CE. Merci. Oui, on va